Voilà donc le dernier enregistrement de cette année. C'est incroyable de dire ça, dernier enregistrement de l'année, avec les questions que vous m'avez posées. C'est vrai que j'aurais pu être un peu plus présent sur Teams, mais pour moi c'était un peu compliqué de gérer Teams et de faire quelque chose qui soit à peu près cohérent. Donc j'ai préféré faire des enregistrements. Si cela se renouvelle, peut-être que je m'adapterai à ce logiciel de Microsoft. Bien. Alors, question à se poser sur la géométrie analytique. Voilà, je vais reprendre. Il y en a qui ont fait un travail fabuleux, il y en a qui se sont déjà crus en vacances, mais why not? C'est vrai que c'est compliqué, je pense que c'est fatigant et je pense que c'est lassant de regarder tout le temps ces vidéos, de ne pas avoir donc cette interactivité. C'est compliqué, je l'avoue. Donc allons-y, j'ai fait des copier-coller, hein, j'ai rien changé, j'ai rien modifié parce que vous auriez été en classe, je n'aurais pas modifié votre question puisque vous l'auriez posée oralement, donc je les prends comme vous les avez écrites dans vos mails, je les ai simplement donc retranscrites dans un fichier qui, vous allez voir, n'est pas très long. Alors, repères orthonormés, orthogonaux quelconques. Oui, ça c'est une très bonne question à se poser au début. On l'a vu dans la dernière évaluation où certaines se sont crues dans un repère orthonormé et allaient calculer donc la norme d'un vecteur en utilisant Pythagore, évidemment, et donc effectivement c'était pas possible. Donc c'est vrai, c'est une vraie question à se poser quand on commence un exercice en se disant est-ce que je vais avoir l'autorisation d'utiliser cette formule qui dit que la norme d'un vecteur c'est la racine carrée de xa moins xb au carré plus yk moins yb au carré, où on voit bien effectivement là présent le théorème de Pythagore. Très bonne question, effectivement. On y répondra en première. Lorsque le repère n'est pas orthonormé, éventuellement, ça dépend un petit peu de qui vous avez en première. Bien, ensuite, direction, sens, norme d'un vecteur, évidemment, un vecteur, c'est défini par ces trois choses. On ne peut pas envisager de travailler sur un vecteur sans s'être posé ces trois questions. C'est très bien. Relation de Chasles. Quid de la relation de Chasles? À quoi sert la relation de Chasles? En fait, elle sert à exprimer des vecteurs en fonction de vecteurs que vous avez préalablement choisis et qui vont constituer une base. D'accord? C'est ça l'idée. La relation de Chasles, la plupart du temps, ça sert à écrire un vecteur en fonction de deux autres vecteurs qui vont constituer une base du repère. Voilà, c'est son job principal. D'accord? Et plus vous avez compris ça finement, plus c'est simple de s'en servir. Voilà. Collinéarité, si oui, quel est le déterminant? Alors, effectivement, la collinéarité de deux vecteurs va être traduite par la proportionnalité de leurs coordonnées. Et la proportionnalité est traduite par l'existence d'un tableau de proportionnalité et donc d'un coefficient de proportionnalité. Et comment peut-on faire effectivement pour tester de la collinéarité de deux vecteurs? Eh bien, c'est appliquer tout simplement ce test de collinéarité que vous avez, enfin de ce texte de proportionnalité que vous avez appris en 6e dans le tableau de proportionnalité et de regarder si le déterminant est nul. Voilà, donc un déterminant nul, c'est l'assurance d'avoir des vecteurs collinéaires. Les coordonnées d'un vecteur. Alors les coordonnées d'un vecteur, on va avoir besoin pour les coordonnées d'un vecteur d'une base, c'est-à-dire d'un couple de vecteurs qui vont être non nuls et non collinéaires, et dans lequel on va exprimer chaque vecteur du plan comme étant une certaine quantité de U et une certaine quantité de V. La certaine quantité de U, ça s'appellera l'abscisse du vecteur, et la certaine quantité de V s'appellera l'ordonnée d'un vecteur. Donc effectivement, comment pourra-t-on exprimer n'importe quel vecteur du plan en fonction de deux vecteurs? Grâce à la relation de Chasles. Parallélisme ou alignement. Alors, la collinéarité de deux vecteurs va nécessairement traduire le parallélisme, puisqu'on ne va pas parler d'alignement pour des vecteurs. Par contre, si on considère 3 points, et que l'on veut utiliser la collinéarité pour prouver l'alignement des 3 points, eh bien, on fabriquera deux vecteurs avec ces 3 points, et on regardera évidemment si les vecteurs sont collinaires. À ce moment-là, eh bien, les points sont alignés. Donc il faut faire bien attention. Vous êtes soit dans le domaine des vecteurs,
dans le plan, ce qu'on nous on appelait les vieux, on appelait ça le plan vectoriel, soit vous êtes dans le plan où vous avez les points, et on appelait ça le plan affine. Maintenant, on met un petit peu tout dans le même sac, et c'est un peu compliqué, effectivement, pour les élèves, mais c'est comme ça. Alors, avec un point et un vecteur directeur, peut-on déterminer l'équation d'une droite? Et c'est exactement la super bonne question. Alors, je voudrais juste revenir sur ce point, en disant le vecteur directeur, regardez comment il est avec vos vecteurs directeurs avant de vous lancer dans la détermination d'une équation de droite. Parce que si votre vecteur directeur il est horizontal, enfin horizontal, c'est encore c'est encore quelque chose de pas tout à fait juste. Si votre vecteur directeur est collinéaire au vecteur directeur qui est celui de l'axe des abscisses, alors vous allez avoir une équation de la forme y égale la valeur de y du point. Donc ça sert à rien d'y passer 3 jours. Et exactement la même chose si vous avez un vecteur qui est parallèle, qui est collinaire, pardon, au vecteur directeur de l'axe des ordonnées, vous aurez absolument une équation de la forme x égale quelque chose. Donc prenez bien en compte le vecteur avant de vous lancer dans des calculs. Vous avez ce défaut parfois d'être des élèves trop sérieuses, c'est-à-dire en appliquant bien méthodiquement quelque chose que vous avez appris. En fait, il faut se libérer de ce qu'on apprend, d'accord, pour pouvoir effectivement évoluer d'une façon libre dans un exercice. D'accord? La liberté s'acquiert bien évidemment par un apprentissage précis et rigoureux, mais une fois que vous êtes lancé dans un exercice, utilisez cette liberté que vous avez de pouvoir utiliser plusieurs méthodes et de pouvoir affronter un problème de plusieurs façons. C'est très important. D'accord? Parfois vous êtes un peu trop scolaire. Équation de la médiatrice. Alors, équation de la médiatrice, évidemment, on a plein de façons de trouver l'équation de la médiatrice. Soit on considère que c'est l'ensemble des points qui sont équidistance des deux extrémités d'un segment, soit on considère que c'est la droite qui coupe le segment perpendiculaire en son milieu. Effectivement, équation de la médiane, mais ça c'est assez facile à déterminer puisqu'on a un sommet et un milieu. La hauteur, elle est parallèle à la médiatrice, ou alors elle est perpendiculaire à la droite et elle passe par sommet. Et la bisectrice, j'avais fait un topo là-dessus, c'est un peu technique la bisectrice, effectivement. On verra que l'année prochaine, on aura peut-être des outils un tout petit peu plus puissants puisqu'il nous manque quelque chose avec les angles cette année. Donc l'année prochaine, ça va être formidable. Alors, est-ce que les droites sont séquentes ou perpendiculaires ou parallèles? Alors, peut-on directement observer lorsqu'on a des équations de droite, soit réduites, soit cartésiennes, mais il faut que les deux soient de la même nature, c'est-à-dire soit les deux sont cartésiennes, soit les deux sont réduites. Si elles sont parallèles, séquentes, absolument, sans problème. Parce que si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et lorsqu'elles sont séquentes, donc pourquoi elles sont parallèles? Soit parce qu'elles ont le même coefficient directeur, soit parce que leurs vecteurs directeurs sont collinaires lorsque vous les avez sous forme cartésienne. Et la question de perpendiculaire. Alors perpendiculaire en équation cartésienne, il faut que le vecteur directeur de l'un soit le vecteur normal de l'autre. Ok? Et si jamais vous avez des équations réduites, il faut que le produit des coefficients directeurs soit égal à -1. Bien, si elles ne sont pas parallèles aux axes, évidemment. Parce que ça, vous l'avez anticipé. On peut déterminer une partition du plan grâce à une droite, absolument. Ça, c'est la grande... vraiment une des choses une des nouveautés de la classe de première, c'est de la définition de cette partition du plan, en disant que effectivement tous les points qui sont sur la droite vérifient l'équation cartésienne égale 0, tous les points qui sont à gauche vérifient l'équation cartésienne soit strictement positive soit strictement négative, et ceux qui ne sont pas strictement négatifs d'un côté sont strictement positifs et réciproquement. Voilà, donc effectivement on partitionne le plan. C'est-à-dire, on est capable de dire, voilà, moi je suis dans la zone des points tels que 2x plus 3y moins 5 est strictement négatif. Il y en a qui vont dire, moi je suis sur la droite, donc je suis égal 0. Et les autres vont dire, ben moi je suis de l'autre côté, donc je suis strictement positif. Voilà. Bien, pourrait-on utiliser les vecteurs pour démontrer toutes les propriétés géométriques vues depuis la 6e? Alors effectivement, puisque les vecteurs avant, ils étaient enseignés en 5e.
Et ce qui nous permettait d'avoir quand même une grande efficacité dans certaines démonstrations dès la classe de 4e. Voilà, donc absolument. Le déterminant de deux vecteurs peut-il servir à autre chose que de montrer une collinéarité? Alors non, il ne sert pas à autre chose, mais on s'en sert pour faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... En fait, le déterminant, en calculant le déterminant de deux vecteurs, tu vas tomber soit sur 0, soit sur un nombre qui n'est pas nul. Lorsque tu tombes sur 0, cela prouve que les vecteurs sont collinéaires. Si on obtient un autre nombre, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Mais lorsqu'on calcule le déterminant de deux vecteurs et qu'il n'est pas égal à 0, eh bien cette quantité-là, elle est utilisée dans la résolution des systèmes par la méthode de Cramer, par exemple. D'accord? Ou alors, on sait que les vecteurs vont être collinéaires et ça nous permet de déterminer l'équation cartésienne de la droite en disant, voilà, ce vecteur-là et ce vecteur-là, ils doivent être collinéaires parce que je sais que les points sont alignés, et donc, le déterminant va vous permettre d'exhiber l'équation cartésienne d'une droite assez rapidement. Donc, le déterminant, il est toujours et intimement lié à la collinéarité, mais son utilisation est faite de différentes manières qui parlent toujours de la collinéarité, mais qui ne sont pas directement de savoir si les vecteurs sont collinéaires. Voilà. Est-il possible de calculer la norme d'un vecteur dans un repère autre qu'orthonormé? Évidemment, il est capable. On peut déterminer donc des normes de vecteurs dans des repères qui ne sont pas orthonormés, mais on n'a plus le théorème de Pythagore, et c'est toute la question que nous nous poserons l'année prochaine. Est-il possible de calculer une équation de droite dans un repère de l'espace? Alors, est-ce que dans l'espace, les droites ont disparu? Non. Les droites n'ont pas disparu, parce que si vous regardez dans votre classe, si vous prenez deux plans que constituent un mur et le plafond, eh bien leur intersection est une droite. Donc les droites dans l'espace existent et elles ont des équations. Mais elles ne s'écriront, et c'est ça qui est très très intéressant, et la question elle est judicieusement posée. Ce qui est très intéressant, c'est que une droite dans l'espace sera déterminée par l'intersection de deux plans. Comme aujourd'hui, un point dans le plan est déterminé par l'intersection de deux droites. Voilà. Donc, on ne pourra plus parler, dans l'espace, on ne parlera pas d'une équation de droite, mais on parlera d'un système qui génère une droite. D'accord? Comme un point est généré par un système. Un point est généré par un système de deux équations, l'un donnant la valeur de son abscisse et l'autre donnant la valeur de son ordonnée. Donc x égale 2, y égale 3, donc un système de deux équations qui génèrent donc les coordonnées d'un point. Parce qu'un point se reconnaît comme étant intersection de deux droites. Une droite parallèle à l'axe des abscisses et une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et l'intersection de ces deux droites génère le point. Du coup, eh bien, dans l'espace, la droite, elle, sera générée par l'intersection de deux plans, et le point, lui, sera généré par l'intersection de trois plans. Et donc il aura à la fois x égale 2, y égale 3 et z égale 4. Trois plans pour générer une droite. Voilà. Pour générer un point, pardon. Et deux plans pour générer une droite. Et un plan pour générer un plan. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant, la géométrie analytique dans l'espace, mais c'est pas tout de suite. Ensuite, dans quel repère se trouve-t-on? Alors ça revient donc exactement à la première question, donc elle a été posée deux fois, et c'est bien que cette question revienne deux fois, parce que évidemment, elle est fondamentale. D'accord? Évidemment, elle est fondamentale, et si le repère n'est pas imposé dans l'énoncé, le choix que vous ferez de votre repère sera déterminant pour toute la suite. Évidemment, ça vous l'avez compris. C'est vrai en mathématiques, et c'est vrai dans la vie de tous les jours. Quelle est l'équation de telle droite? Alors absolument, donc savoir déterminer une équation de droite. Je pense que je vous ai donné beaucoup de moyens pour trouver une équation de droite. Hein, vous n'êtes pas tenu à une méthode, vous avez plusieurs méthodes. Je le vois dans vos interrogations écrites, hein, c'est assez intéressant de voir celles qui vont utiliser l'une plutôt que l'autre, les affinités que vous avez créées avec une méthode ou avec une autre. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, on crée des affinités avec des personnes, on crée des affinités avec des méthodes. Et ça, c'est très important, ça veut dire que vous avez déjà un très bon niveau. Y a-t-il des droites parallèles ou perpendiculaires à cette droite? Évidemment, il y a toujours à une droite donnée, hein, c'est nos bons vieux axiomes d'Euclide, hein, à la fois une droite qui va
passer par un point qui va être parallèle à cette droite, et à la fois une droite qui va être perpendiculaire à ce point, et qui va passer par cette droite, et évidemment, nous savons maintenant parfaitement déterminer leurs équations. Si oui, par quel point passe-t-elle? Alors oui, des droites vont passer par une infinité de points. Est-ce qu'on est capable de donner des points qui appartiennent à une droite? Oui, il suffit de choisir le x et de trouver le y qui correspond, ou de choisir le y qui correspond, et de retrouver le x. Quelles sont leurs équations? Eh bien, évidemment, là, on a aussi pléthore de méthodes, au moins 4-5 méthodes, pour trouver l'équation d'une parallèle ou l'équation d'une perpendiculaire à une droite. Hein, ces questions sont très très bien, elles montrent à quel point vous avez bien compris les enjeux de cette année en analytique. Y a-t-il une autre manière plus directe, avec une formule peut-être, de trouver un vecteur directeur de la bisectrice? Alors évidemment, on va avoir des moyens un petit peu plus puissants l'année prochaine pour trouver ce genre de choses, mais ça restera jamais simple. Comment résoudre un système à 3 inconnus? Eh bien, je dirais exactement comment résoudre un système à 2 inconnus, avec le même protocole. Alors, de toutes les méthodes de résolution de système, la méthode de substitution, celle reste universelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera quelle que soit la nature du système. La méthode de substitution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais substituer une variable dans une équation. C'est-à-dire que tout simplement, si j'ai 3 inconnus, eh ben c'est pas très grave. Je vais choisir une inconnue que je vais exprimer en fonction des 2 autres. Et cet inconnu que j'aurai exprimé en fonction des 2 autres, je vais le remplacer dans les 2 autres équations. Ça veut dire que dans les 2 autres équations, il n'y aura plus que 2 inconnus, et on sera revenu à notre point de départ, c'est-à-dire résoudre un système de 2 équations à 2 inconnus que nous savons parfaitement bien faire. Donc effectivement, le principe de résolution d'un système à 3 inconnus, il est relativement simple. Alors je ne dis pas que c'est la méthode la plus efficace, parce qu'après, il y a des méthodes, il y a des méthodes de pivot, enfin de multiplication des lignes, qui est bien plus puissante. Mais en tout cas, la substitution, je vous montre sur un petit exemple si vous voulez, mais ultra simple, parce que je veux pas vous embêter trop longtemps en ce dernier jour de cours. Par exemple, prenons un système dont nous connaissons les équations, parce que c'est bien ça. Le but du jeu, c'est quand vous voulez vous entraîner, vous faites comme moi, vous calculez dans votre tête les solutions. Bon, je vais prendre x égale 1, y égale 1, z égale 1, donc ça fait 3, vous êtes d'accord? Bien, ensuite je me dis, 2x moins y plus 3z. J'ai pris 1, 1 et 1, donc ça me fait 5 moins 1, ça me fait 4. Et après je génère une dernière équation, 3x plus 2y moins z. Alors, on va mettre plus z, allez hop, comme ça fera, et donc ça fait 6. On est bien d'accord? Voilà, donc j'ai généré mon système en connaissant la solution. Donc c'est super pratique pour moi de travailler dessus maintenant. C'est comme ça qu'on bosse. Vous voulez vous entraîner à résoudre un système, vous prenez dans votre tête 3 valeurs, et vous écrivez des équations, vous écrivez des trucs comme ça, hop, vous mettez la valeur qui correspond, et après vous partez résoudre, et vous devez trouver les solutions que vous aviez mises dans votre tête au départ, théoriquement. Bien, alors, donc l'idée, c'est ce que je vous disais. Par exemple, ici, je vais dire que dans la première équation, que x, il vaut 3 moins y moins z, sans faire de faute de calcul, je pense que j'en ai pas faite. Ensuite, ici, comme j'ai x maintenant, x, je vais le remplacer ici. Donc ça va faire 2 facteurs de 3 moins y moins z, moins y plus 3z, égale 4. Et en dessous, 3 facteurs de 3 moins y moins z, plus 2y plus z égale 6. Et voilà, et c'est ce que je disais. Là, vous allez faire votre petit ménage, et vous allez tomber sur un système qui n'aura plus que y et z, donc il n'aura plus que 2 inconnus, avec 2 équations. Vous résolverez ce système, avec la méthode de votre choix, vous trouverez donc y et z, que vous remplacerez ici pour trouver x. Voilà. Donc vous voyez que, une fois qu'on a compris, alors, et si j'avais 4 équations, eh bien je ferais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'en exprimerai une, hop, je remplacerai dans les 3 autres, après je tomberai sur un système de 3 équations à 3 inconnus, hop, et je tomberai sur un système de 2 équations à 2 inconnus. Vous allez me dire, c'est pas rapide. Non, c'est pas rapide. Mais si vous êtes hyper sage, et que vous allez en terminale, en spécialité maths en terminale, on vous montrera une méthode qui est très proche de la méthode de Cramer, et qui généralise, donc qui
nous permet, avec des ordinateurs évidemment, de générer ce genre de choses et de travailler sur ces systèmes avec un nombre monstrueux d'équations et d'inconnus, voilà, sans aucun problème. Voilà. Bien, bah écoutez, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des questions, parce que ça m'a permis, donc effectivement, de reparler un peu de ce chapitre qui est fondamental. Donc 2 chapitres fondamentaux cette année, les fonctions et donc la géométrie analytique. Les probas et les stats, on n'en parle pas trop, hein. Aux lectures d'énoncés près, il n'y a eu aucun problème. Vous reverrez ça l'année prochaine, peut-être d'une façon plus dense, parce que certains y attachent plus d'importance que moi, et elles ont certainement tout à fait raison. Voilà. Je vous souhaite à toutes d'excellentes vacances. Je vais essayer de faire un Teams demain sur l'heure de cours habituelle. Vendredi, c'est les vacances, je vous laisse en vacances. De toute façon, moi je suis pris toute la matinée et ensuite donc je vous donnerai pas de travail. C'est donc la fin de cette vidéo, la fin d'un périple un petit peu compliqué qui m'ont demandé, moi en tout cas pour ma part, énormément de travail, mais j'étais content de le faire et j'espère que vous avez quand même à la sortie de ce temps de confinement un niveau qui va vous permettre d'avoir la tête haute et d'être bien toute moteur dans vos classes de première l'année prochaine. Voilà, belles vacances à toutes et à demain si j'y arrive. Ok ? Allez, bye bye.